Alors, bonjour à cette vidéo qui vous explique en fait les composantes du cycle de vie d'un produit ou d'un service que l'on désire mettre sur le marché. Pourquoi c'est important de comprendre le cycle de vie d'un produit ou du moins d'avoir ça en tête lorsqu'on fait la section développement mise en marché d'un plan d'affaires? C'est que selon le positionnement du produit ou du service dans son cycle de vie, il va y avoir des décisions stratégiques de mise en marché différentes à privilégier. Le cycle de vie, on peut aussi l'appeler l'évolution d'un produit sur le marché. Quelle est cette évolution-là en termes de volume de vente? C'est une évolution qui se fait en 5 phases. Pour chacune de ces phases-là, il y a des stratégies de mise en marché qui vont être différentes. Mais il faut avoir en tête quelles sont ces phases-là pour mieux comprendre ce qui arrive à notre produit sur le marché. Alors, la présentation qui suit présente chacune de ces phases-là, ses caractéristiques, ce qu'on peut en retirer, ce qu'on doit se rappeler pour ensuite voir comment ça peut s'appliquer à un produit comme les produits laitiers. Alors, la première phase d'un cycle de vie d'un produit, c'est la phase de lancement. C'est j'ai un nouveau produit que je mets sur le marché et que je dois faire connaître. Alors, pour cette étape-là, habituellement, lorsque les entreprises ont suffisamment de ressources, elles vont faire une étude de marché pour vérifier si le produit mis au point satisfait des besoins, s'il répond à des besoins des consommateurs, si le goût, la couleur, la texture, l'emballage convient à la demande du consommateur et s'il répond réellement à un besoin existant. Cette phase-là, évidemment, il y a une phase de recherche, de mise au point, il y a une phase de promotion, c'est-à-dire que le nouveau produit n'est pas connu, il n'est pas encore adopté par la clientèle. On doit le faire connaître. Fait que par rapport au volume de vente, l'effort de promotion est très élevé. Ce qui est intéressant à cette phase-là et ce qui fait sa force, c'est qu'on n'a pas de concurrents. Donc, si on a un marché à prendre, c'est là que ça va se faire. Maintenant, je vais vous donner deux exemples de produits qui ont été en lancement, un qui a réussi et un qui a échoué. Le premier qui a réussi, c'est les petits contenants laitiers chocolatés pour les boîtes à lunch. Alors, ce contenant-là, ça n'existait pas. Moi, quand j'étais jeune, c'était un produit qui n'existait pas, qui n'était pas offert non plus, mais il est arrivé dans les années 90 l'idée d'offrir des petits contenants en plastique. Donc, on évite de briser, le contenant est déjà utilisable et que tu mets facilement dans ta boîte à lunch. Les petits yogourts liquides faisaient partie aussi d'un lancement de nouveaux produits laitiers. Eh bien, ces produits-là, ils ont été mis au point. La fédération a pris le temps d'en faire l'étude, quels étaient les besoins des parents, par exemple, quand ils faisaient une boîte à lunch, quels étaient les goûts des enfants. Ces produits-là ont été goûtés par des groupes d'enfants auprès de qui on a recueilli leurs réactions et leurs appréciations avant de mettre le produit sur le marché. Et c'est ça qui a permis de dire sur la bouteille, je mets telle couleur, telle information pour aller rejoindre la clientèle que je cible, qui est celle des parents de jeunes enfants et des enfants.
Mais on n'a pas encore vendu le produit. Alors, et le produit n'est pas encore sur les tablettes. Donc, si je suis le premier à arriver, je n'aurai pas de concurrent. Cette phase-ci, dans un plan d'affaires, il faut toujours la considérer dans la mesure où ça prend du temps, ça prend des ressources pour faire toutes ces études-là, ça prend de l'argent pour faire connaître le produit, le vendre aux personnes qui sont intermédiaires, c'est-à-dire aux épiceries, etc., de vendre l'idée de le mettre sur la tablette, et c'est une période qui coûte très cher parce qu'on a peu de volume vendu. Après cette période-là, excusez-moi, je voulais vous parler d'un qui n'avait pas réussi dans la première phase. L'autre produit qui n'a pas réussi, qui n'a pas passé le cap du lancement, c'est la poutine congelée. Et oui, la poutine congelée. C'était une idée qui était pas mal pensée par la Fédération à la fois des producteurs de pommes de terre et des producteurs laitiers de mettre sur le marché une poutine congelée, c'est-à-dire que les frites sont déjà cuites, la sauce est là, le fromage est là. On a juste à ouvrir le couvercle, le mettre dans le four micro-ondes et le repas est prêt. L'idée, c'était de répondre aux besoins du consommateur qui est de plus en plus pressé, moins de temps à cuisiner, qui sait peut-être moins bien cuisiner aussi, de faire des frites à la maison, c'est embêtant, et d'offrir un produit facilement accessible avec des composants, un légume, la pomme de terre, et un produit laitier. Alors, ils ont fait des tests de dégustation, ils ont créé le contenant, ils ont fait de la promotion, mais le produit ne s'est jamais relevé de sa phase de lancement, c'est-à-dire que les consommateurs ne l'ont pas adopté et ça fait partie des produits qui n'ont pas fait 2 mois sur les tablettes. Et oui, à chaque jour, il y a 10 nouveaux produits alimentaires qui sont offerts aux consommateurs dans les épiceries. Et sur ces 10 nouveaux produits-là, s'il y en a un qui passe le cap d'être adopté par les consommateurs, c'est beau. Donc, cette première phase-là, on dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on n'est pas encore sûr que notre produit va être adopté par la clientèle que l'on cible. La deuxième phase, c'est on a réussi à entrer sur le marché des épiceries ou des kiosques ou des points de vente et notre produit est adopté par les clients que l'on a ciblés. On appelle cette phase la phase de croissance. Alors, à ce moment-là, les registres de vente nous indiquent une augmentation très rapide de la vente et le danger dans le domaine agricole, c'est que l'augmentation soit tellement rapide que nos contraintes de production ne nous permettent pas de répondre à cette demande-là et qu'il y a un bris d'approvisionnement du marché. Toutefois, on peut se permettre d'augmenter la production, hein, et on voit à cette phase-là les premiers concurrents apparaître. Bon, évidemment, s'ils voient qu'un produit est populaire et intéressant et qui répond à un besoin, ils vont tenter d'en faire une imitation et là, les concurrents vont venir se joindre à l'équipe des fournisseurs de ce produit-là. Par contre, à cette phase-là du produit, du cycle de vie du produit, le produit coûte de moins en moins cher parce qu'on l'a vu dans le cours de gestion technico-économique que lorsque j'augmente mon volume de vente et que j'ai déjà payé tous mes frais fixes, bien, le coût par unité de production diminue. L'effort de promotion, si mon produit est adopté puis que les clients se dépêchent pour s'en procurer, mon effort promotionnel
prévisionnelle va être moins grande. Lorsque la croissance de vente, du volume de vente des produits commence à ralentir, c'est-à-dire se mettre au jaune, le produit, on dit qu'il est dans sa phase 3, qui est une phase de maturité. C'est une phase dans laquelle, au cours de laquelle les ventes vont ralentir. Donc, encore une fois, on devra avoir des registres de vente qui mesurent les volumes de vente qui vont nous permettre de faire la courbe de la vente et nous indiquer si les ventes ralentissent. Habituellement, cette phase-là, la clientèle qu'on avait ciblée, elle est pratiquement toute acquise aux produits qu'on lui offre. Donc, pour aller chercher de la nouvelle clientèle, si, comme les petits yogourts liquides, si ma clientèle, c'était les jeunes de 5 à 10 ans dans les boîtes à lunch, un coup que tous ceux-là ont acheté le produit, je ne suis pas certaine que le produit s'adresse facilement à une personne âgée qui ne se fait plus de boîte à lunch. Donc, ça va être difficile d'aller chercher ces personnes âgées-là pour acheter ce produit-là, laitier, qui est destiné aux jeunes. Alors, à ce moment-là, habituellement, les concurrents sont très, très élevés parce qu'ils ont vu aussi le potentiel de te faire du profit assez facilement puisque eux n'auront pas l'effort à faire connaître le produit, mais ils vont en mettre sur le marché des produits similaires à moindre coût. Alors, dans l'ensemble de cette phase-là, évidemment, comme on atteint pratiquement le volume maximal de vente, le produit coûte de moins en moins cher à livrer et on a un meilleur profit, évidemment, parce qu'on a un volume plus important qui vient amortir les charges fixes. Lorsque le produit sature, c'est-à-dire que les ventes du produit ne bougent à peu près plus. OK. Je ne suis pas capable, là, sur la tablette de produits que j'offre, je ne peux pas en mettre plus parce que de toute façon, je ne les vendrai pas. Ils vont rester sur la tablette. Alors, c'est la quatrième phase du produit, c'est la phase de saturation, la phase de vieillissement du produit. C'est-à-dire que c'est à cette phase-là qu'on devrait déjà commencer soit à le rajeunir, soit à penser qu'à un moment donné, il devra être retiré des tablettes. Je vais vous inviter, lorsque vous allez faire votre épicerie, à regarder l'organisation des tablettes de votre épicerie. En haut des tablettes, c'est des produits qui sont moins vendus, mais c'est des produits qui sont en augmentation de vente. Complètement en bas, la dernière tablette des allées, c'est habituellement les produits qui sont en phase de saturation, c'est-à-dire que les ventes sont atteintes et même qu'ils sont en diminution. Donc, on sait que la clientèle qui les a adoptés va aller les chercher en bas de la tablette. Par contre, la clientèle que je veux recruter, elle ne se penchera pas pour aller le chercher en bas. Elle va prendre plutôt ce qui se trouve au milieu de ses yeux, hein, dans les tablettes du milieu de la rangée, qui sont les produits qui sont dans la phase de maturité. Et je vous invite aussi à observer les personnes qui travaillent et qui avec leur liseuse de code barre qui vont prendre la quantité des produits, à quel endroit ils sont, il y en a combien, il en reste combien. Parce que, pourquoi?
tout ça, c'est fait par l'épicerie pour mesurer la vitesse de vente de produits, à quel moment il sort de la tablette, à quel moment il est entré dans la tablette, justement pour, pour cibler dans quelle phase de produit il est. Et s'il est dans sa phase de saturation, bien, la stratégie de présentation des produits sur la tablette, ce produit-là va descendre dans les tablettes, va s'en aller dans les tablettes du bas. Habituellement, le marché est totalement conquis et s'il y a quelque chose à faire, on est obligé de faire des promotions, des réductions de prix pour maintenir cette clientèle-là fidèle à notre produit. On est obligé de faire un petit peu plus de promotion, de publicité pour maintenir le volume de vente. Évidemment, parce qu'on a aussi beaucoup de concurrents. À cette phase-là, les produits vendus rapportent beaucoup moins parce qu'on est obligé de leur accorder plus d'attention, de donner des rabais, coupons sur le contenant. On est obligé de rappeler à notre client qu'on existe. Tous ces efforts-là feront en sorte que le produit va être moins profitable pour l'entreprise. Toutefois, il permet de garder des largeurs de tablettes qui sont importantes. La cinquième phase de produit, c'est la phase de déclin. Et oui, un produit a une phase de déclin. Pensons ici à la phase des produits laitiers, les sacs de lait 4 litres de 3,25 sont des sacs en phase de déclin. Si vous allez à l'épicerie encore une fois et que vous regardez les tablettes, vous allez voir qu'une seule rangée de sacs 3,25 et il y a 2 rangées de sacs à 2 et la largeur de la tablette vous indique si le produit est en phase de décroissance, en phase de maturité ou en phase de croissance. Les ventes habituellement diminuent à cette phase-là et c'est un produit que l'on doit soutenir qui diminue la rentabilité parce que les charges fixes seront toujours présentes. Hein. Les ventes diminuent, mais on est obligé de les livrer pareil. Donc, le camion, on va le payer quand même. La part de marché va diminuer parce que la force concurrentielle, il y a peut-être un de vos concurrents qui a sorti un produit similaire, mais un peu plus rajeuni, qui va venir pousser ce produit-là vers la fin de vie. Les profits diminuent, les profits vont beaucoup diminuer à cette phase-là dû à la diminution des ventes et et habituellement, lorsque le produit a vraiment vieilli, on le retire des tablettes. Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, on avait du ketchup Heinz. Le ketchup Heinz s'offrait en bouteille familiale parce que à mon époque, c'était toutes des grosses familles. Ce que je veux dire, 4 enfants et plus, entre 4 et 8 enfants par famille. Alors, la bouteille, elle était en verre. Cette bouteille-là est de format familial. On ne voyait pas sur les tablettes des petits formats, des grands formats, des formats moyens, pas du tout. C'était le même format pour tout le monde. Lorsque, évidemment, il y a eu d'autres produits similaires qui se sont présentés sur le marché et à un moment donné, ce produit-là, c'est-à-dire le ketchup Heinz, c'est pas que le ketchup Heinz qui est le produit, mais c'est le ketchup Heinz dans sa bouteille de vitre qui est le produit, qui est l'ensemble du produit, a été en déclin.
Alors, pendant la phase de saturation de ce produit-là, l'entreprise Heinz, elle n'a pas intérêt à perdre son marché de consommateurs. Donc, elle a fait une enquête pour voir quelles étaient les nouvelles tendances de consommation, les habitudes des consommateurs, le profil des familles, ce que les consommateurs avaient besoin, vers quoi ils allaient, et ils ont sorti une bouteille Heinz en 3 formats. Petit format pour les familles, les petites familles, les personnes âgées à 2 personnes ou une personne. Un format moyen pour les petites familles, puis un format familial pour les grandes familles. Et on a passé de la bouteille de verre à la bouteille de plastique avec le petit couvercle qui verse, et puis juste à presser une fois. Et puis, le tour est joué. On beurre pas tout le tour de la bouteille. Je vous raconte cette histoire-là parce que c'est une démonstration que le produit n'est pas que le ketchup Heinz. Le produit est le ketchup Heinz dans un contenant, une promesse, une réponse aux besoins du consommateur, et que la nouvelle bouteille en plastique en format familial était un nouveau produit et qui est allé retourner dans la phase de lancement pour remplacer la bouteille de ketchup Heinz en vitre qui était en perte de vitesse. Ben, les bouteilles de ketchup Heinz en vitre, je ne sais pas si elles vont revenir. Je pense que j'en ai vu, mais parce que le consommateur maintenant est plus sensible à l'utilisation, surutilisation du plastique et à l'effet du plastique sur l'environnement, ben on va peut-être voir des contenants en vitre revenir sur nos tablettes. D'ailleurs, les contenants en vitre reviennent pour le lait et le yogourt. Donc, le cycle de vie d'un produit, pour terminer, il y a un lancement. Dans cette phase de lancement-là, c'est très coûteux parce qu'on est obligé de faire des études, de la promotion. Le produit, il ne se vend pas tant que ça, mais on doit le faire adopter à notre clientèle et le faire connaître par la clientèle qu'on a ciblée. Alors, la croissance, c'est une phase qui est délicate dans le domaine agricole parce que la croissance, c'est une phase où les consommateurs ou les clients que l'on cible vont en demander beaucoup, et l'augmentation du volume de vente augmente énormément, alors que du côté de l'agriculture, ça sera peut-être pas possible de répondre à toute cette augmentation de la vente. C'est le côté le plus délicat dans le domaine agricole. C'est ça, c'est d'arriver à arrimer le volume de production en fonction des besoins d'approvisionnement du marché lorsque notre produit que l'on met sur le marché est en phase de croissance. C'est particulièrement difficile pour les entreprises qui sont dans le domaine végétal, dans le domaine de nouveaux produits végétaux peu connus, mais qui ont la faveur de beaucoup de clients. Alors, je vais conclure sur ceci. Le savoir où se situe notre produit dans son cycle de vie, qu'est-ce que ça nous permet de faire en termes de stratégie de mise en marché? Il faut savoir euh, où il se situe dans son cycle de vie. Parce que s'il est en période de croissance, c'est sûr que ça va affecter la stratégie de production de l'entreprise. S'il est en processus de déclin, soit les fédérations ou l'entreprise devra voir à le rajeunir pour se maintenir sur le marché.
Est-ce que le rajeunissement du produit peut se faire et comment cela doit se faire? Je pense que si le produit qui est offert est en phase de saturation, il faut réfléchir à ces questions-là. Quel impact sur ma production et mes façons de faire? Si je parle de la production laitière, par exemple, et qu'on parle du lait de 3,25 qui est en nette régression, bien, c'est sûr qu'au niveau de votre régie de troupeau, hein, d'aller chercher plus de gras pour les fromages qui sont en croissance, les fromages du Québec qui sont en croissance, ben, peut-être que ça va affecter, oui, effectivement, votre production et je pense que vous devez déjà le constater. Quel effort promotionnel dois-je faire? Et là, j'invite même ceux qui sont dans des productions organisées avec plan conjoint, d'aller voir quels sont les efforts promotionnels que vos fédérations font et peut-être de jeter un regard critique sur ces efforts-là ou même de leur proposer des actions qui vous sembleraient intéressantes à faire pour aller chercher la clientèle que vous ciblez. Je donne par exemple l'exemple des œufs, c'est tellement frappant. L'exemple des œufs, les tendances des consommateurs, c'est de plus en plus acheter chez soi et on est des producteurs d'œufs au Québec. On est capable de répondre à l'approvisionnement du marché. Maintenant, quand je vais me choisir ma douzaine d'œufs, ben c'est bien difficile de savoir d'où viennent les œufs. Ils sont produits au Canada, mais oui, mais ceux qui sont produits au Québec se retrouvent où? Moi, en tant que consommateur actuellement, je privilégie à 100% les produits du Québec et je connais d'autres personnes qui le font et je pense que ça va être une action importante à prendre partout où l'on peut jouer sur cette idée de vendre le produit comme étant un produit du Québec. D'ailleurs, les producteurs de lait ont déjà fait un pas en ce sens parce que la concurrence américaine étant de plus en plus forte, hein, il y a de plus en plus de lait qui rentre au Canada et ce lait-là, évidemment, tasse le lait du Québec, eh bien, ils ont mis le petit cycle sur leur contenant et je pense que ça a favorisé la vente de leurs produits ou du moins le maintien de leur volume de vente de produits. Le cycle de vie des produits laitiers, je vous donne un exemple. Les fromages fins sont en croissance. Le lait 1% est dans sa phase de maturité. Le lait 2% est dans une phase de saturation. Et les contenants, puis là, désolée d'avoir pris ce sigle-là, j'aurais aimé enlever le logo et tout ça, mais peu importe la compagnie qui le met, le lait de 3,25% vendu dans des contenants de 4 litres, ben, ils sont en phase de régression. J'ai juste à voir la largeur de la tablette qu'ils occupent actuellement et où ils sont situés. Vous verrez qu'ils sont toujours situés en bas. Ça nous dit là que c'est un produit qui devra être rajeuni. Les alternatives de rajeunissement pour les produits laitiers, vous pourriez peut-être, du moins dans votre plan d'affaires, de lancer vos idées et de réfléchir à ça et d'en parler avec votre fédération. Ces impacts-là,
tout le cycle de vie de vos différents produits laitiers, là, ça a un impact sur votre production et certain, soit au niveau du pourcentage de gras, du ratio gras-protéines. Moi, en 1980, il n'y avait pas question de regarder le ratio gras-protéines, solide non gras, pour donner ou fixer le prix du lait qu'on donne aux producteurs. Maintenant, c'est là pourquoi? Parce que les tendances de consommation et le cycle de vie de certains produits sont en régression et d'autres en augmentation. C'est pour ça que c'est là. Et les méthodes de production sont-elles concurrentielles? C'est-à-dire que les producteurs de lait, compte tenu du climat économique et politique sur le contingentement des productions, et que ce soit le lait ou les œufs ou la volaille, les méthodes de production, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les entreprises agricoles pour pouvoir maintenir leur capacité concurrentielle. Alors, voici ce qu'un cycle de vie d'un produit peut avoir comme effet, soit au niveau de la production, soit au niveau des choix de vos fédérations. Et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.